Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Merci de nous accompagner tous les matins de 8h30 à 9h. Et ce matin, nous faisons un petit pas de côté en recevant Béatrice Brugère, qui est magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO et auteur de Justice, la colère qui monte aux éditions de l'Observatoire. Béatrice Brugère, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes apolitique. Je le précise. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'engagement politique. Non. On est bien d'accord. Vous n'êtes pas un syndicat classé à droite, à l'extrême droite, à gauche, à l'extrême gauche. On va partout où on nous invite et on répond à tout le monde. Et vous répondez à tout le monde. C'est très bien. La justice, j'avais envie qu'on parle de la justice. Une institution mal aimée des Français, mal comprise des Français, accusée d'être laxiste, d'être trop lente. Est-ce que c'est un problème de moyens, Béatrice Brugère? Si je vous pose la question, c'est parce que Didier Migaud a déclaré hier sur RTL « Je ne resterai pas au gouvernement si le budget de la justice n'est pas amélioré ». Ce budget est amélioré d'année en année, surtout ces dernières années. Oui, parce qu'en fait, on a eu une loi de programmation, vous savez, un peu comme les militaires, qui permet en fait de programmer, comme son nom l'indique, sur 3 ans, des investissements et d'avoir, avec des guillemets, une petite stratégie pour améliorer la justice, dont vous savez, et vous l'avez rappelé très justement, quel est l'objet de toutes les critiques et que l'on doit apprendre à faire mieux avec déjà des budgets qui sont relativement conséquents. Donc la question des moyens, évidemment, elle est centrale, mais faut-il encore avoir une vision très clair de ce que l'on veut faire de l'argent que l'on nous donne. Évidemment. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est vrai qu'une loi de programmation permettrait, je me dis bien permettrait, en vrai, dans l'idéal, de projeter la justice sur une courbe de progression et de performance telle que les citoyens l'attendent. Alors, je regardais le budget de la justice pour 2025, prévu, il y aura les discussions à l'Assemblée nationale, 10 milliards 240 millions d'euros. 10 milliards 240 millions d'euros, c'est beaucoup et peu à la fois. Embauche en 5 ans, voilà ce que prévoit la loi de programmation de Dupond-Moretti, embauche en 5 ans de 10 000 personnes, dont 1500 magistrats et 1800 greffiers. Oui, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ces chiffres? Oui, non, mais en fait, c'est ce que j'appelle une projection, c'est-à-dire une loi de programmation qui est un idéal. Vous savez, c'est un peu comme les places de prison. Les places de prison. On nous dit qu'il faut en construire, puisque le Sénat en a rajouté un peu, maintenant 18 000, depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Or, aujourd'hui, en solde net, c'est-à-dire entre ce qu'on a rénové, ce qu'on a fermé et ce qu'on a vraiment construit, je crois qu'on est à peine à plus de 3 000 places. C'est-à-dire que depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on a construit 3000 places de prison. En net solde. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, on en a rénové, on en a fermé, voilà etc. 3000 seulement. Oui, donc alors après c'est un peu normal que ça met du temps. Ça met du temps et c'est compliqué. Donc en fait ce budget, il était intéressant aussi pour se projeter sur des attentes fortes et sur, je pense, un choc de gouvernance qui n'a pas eu lieu. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, dans ce budget, c'est pas tant la courbe, parce que de toute façon, le budget de la justice ne sera jamais satisfaisant, parce que vous le savez, en France, on part de très loin. C'est presque un budget de rattrapage, mais il n'est pas inconséquent. On est pratiquement sur 11 milliards. Et ce qui, en fait, a été enlevé, c'est dans la progression de ce qui était prévu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir plus 600 euros cette année, puisque chaque année on a progressé, on n'a que plus 100 euros. Mais on ne nous enlève 100 millions. pas. Oui, 100 millions, excusez-moi. Oui, c'est tôt, pardon. Oui, 100 millions. Au lieu d'avoir 600 millions, on a plus 100 millions. Ce qui fait que, si vous voulez, on ne nous enlève pas ce qu'on a déjà, mais on n'a pas autant que ce qu'on devrait avoir. Que vous souhaitiez. Béatrice Brugère, on va quitter ces questions budgétaires, mais on va être dans le concret. Dans le concret. Que demandez-vous? Vous allez rencontrer le garde des Sceaux aujourd'hui, je crois tout à l'heure. Non. Je rencontre son cabinet, mais pas le. Je l'ai déjà vu, le garde des Sceaux. Je l'ai déjà vu. Vous l'avez déjà vu. Oui, tout à fait. Vous l'avez déjà vu. Vous lui avez parlé de divers sujets, évidemment. Vous lui avez fait des propositions, j'imagine. Tout à fait. Que demandez-vous ce matin sur l'antenne de Sud Radio?
Je vais quand même revenir sur le budget si vous permettez, Oui, très vite, parce que je voudrais qu'on justement ça fait partie des demandes. En fait, le problème de la justice aujourd'hui, c'est très bien d'avoir plus d'argent, mais c'est un système qui a besoin d'être réformé en profondeur. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent qui est mal dépensé, sans doute aussi beaucoup de gaspillage et beaucoup de possibilités de faire mieux avec déjà ce que l'on a. Je m'explique. C'est-à-dire que, vous voyez, je vous donne quelques exemples. La norme, c'est-à-dire le fait de faire des lois, ça coûte très cher. L'aide juridictionnelle, il faudrait peut-être mieux contrôler aussi ses dépenses. La criminalité organisée pourrait être une source de revenus. Les saisies, les amendes, les voitures, les scellés. appartements, les maisons des trafiquants. La gouvernance, l'organisation du travail. Un autre exemple que vous connaissez très bien, Jean-Jacques Bourdin, la complexité de la procédure coûte de l'argent. De l'argent. Et ça, c'est très parlant, puisqu'en fait, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps d'acteur, ça coûte des ETP. Vous parlez tout à l'heure de recruter du personnel. Mais si vous avez une procédure qui complexifie, qui rallonge les délais, qui vous fait refaire des faits... Donc un choc de simplification, c'est ce que vous demandez. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a Didier Migaud, qui est quelqu'un qui connaît bien le sujet des finances et qui connaît bien ce sujet. Pourquoi ? Parce que la Cour des comptes avait déjà dit en 2023, sur un exemple comme l'aide juridictionnelle, qui est un budget énorme, qui n'arrête pas d'augmenter, près de 500 millions d'euros, c'est-à-dire la somme qui nous manquerait aujourd'hui, il dit, mais il faut tout revoir. C'est pas contrôlé, c'est pas sérieux, c'est pas optimisé. Donc moi, ce que j'attends du garde des Sceaux, puisqu'il a ce profil, c'est peut-être ce choc de gouvernance et qu'il s'attaque non pas, alors c'est très bien à avoir plus d'argent, mais surtout à ce qu'on le dépense mieux et qu'on optimise davantage notre budget. Bien, moi j'ai des questions concrètes à vous poser que se posent évidemment tous les auditeurs et les auditrices de Sud Radio. Est-ce que les peines de prison courtes sont immédiatement exécutées ? Alors vous savez qu'aujourd'hui, d'abord les peines de prison très courtes ne sont pas, elles sont aménagées puisque c'est la loi. Jusqu'à 1 an, c'est quasi obligatoire, et jusqu'à 6 mois, c'est quasi automatique. Aujourd'hui, 40%. C'est-à-dire que quelqu'un qui est condamné à de la prison ferme jusqu'à 6 mois ne va pas en prison. Non. Et jusqu'à 1 an. Très peu non plus. Très peu. Donc, est-ce qu'il faut là changer la loi ? Bien sûr, 40% des peines prononcées de prison ferme à l'audience, 40% sont immédiatement aménagées, c'est-à-dire que les gens ne vont jamais en détention. Et ça, c'est la loi qui le demande. Est-ce qu'il faut changer la loi ? Oui, il faut changer la loi, bien sûr. Nous, on propose quelque chose d'assez disruptif, qui sont les ultra courtes peines. C'est-à-dire que nous, ce qui a été supprimé d'ailleurs par Nicole Belloubet, c'est-à-dire on ne peut plus prononcer de peine de prison jusqu'à 1 mois. Ce qu'on remarque, et ça c'est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui les prisons débordent. Mais les prisons débordent, pourquoi ? Pas parce qu'on incarcère davantage, on incarcère à peu près autant qu'en 1980. Vous avez entendu, autant qu'en 1980. Mais les gens restent 2 fois plus. C'est-à-dire que là où on avait à peu près une moyenne de 6 mois de détention, maintenant on est jusqu'à 11 mois. Pourquoi ? Parce qu'on incarcère trop tard. Et donc quand on incarcère, les gens ont déjà des casiers ou des peines en attente. Et du coup quand ça tombe, ça fait très mal. Et donc sur le plan même économique et sur le plan pénal, c'est extrêmement nuisible. Pourquoi ? Parce que nos prisons débordent alors qu'on n'incarcère pas plus. Alors que si on incarcérait tout de suite, au moindre délit. Aux délits qui sont graves. On va quand même. On va pas aller en prison. Il faut être sérieux. Parce qu'on a franchi une ligne jaune. Sur les atteintes aux personnes, par exemple, la violence, sur l'ultra-violence. Je suis condamné, par exemple, à 6 mois de prison. Aujourd'hui, je ne vais pas en prison. Je ne fais pas de peine. Rarement. Ça devrait être automatique. Je vais en prison, mais tout de suite. Alors nous, ce qu'on propose, c'est même mieux, enfin c'est mieux, non j'en sais rien, mais en tout cas c'est différent, c'est ce qui se fait un peu aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ils incarcèrent entre 7 et 15 jours dès le premier délit grave. Dès le premier délit grave, on va en prison 7 ou 15 jours. Oui, ce qui fait qu'en fait ça désocialise pas, c'est pas l'école du crime, la sanction tombe vraiment physiquement et l'autorité de la justice a du sens, c'est-à-dire que la sanction a du sens, elle n'est pas disproportionnée, et aux Pays-Bas par exemple, ils incarcèrent 2 fois plus et leurs prisons sont 2 fois plus vides. Parce que les gens ne restent pas. Il y a plus de turnover, critique chez nous, c'est en fait l'antithèse de ce que disait Beccaria, qui était comme le philosophe des Lumières. Il faut que la sanction soit rapide, certaine et proportionnée. Nous, elle est lente, incertaine et parfois très lourde, parce que justement on attend tellement longtemps que les personnes tout d'un coup se retrouvent avec des peines très longues. Ça, c'est déjà une première réforme très intéressante que vous proposez. Radicale, hein. Elle est radicale. Elle est radicale, oui, c'est un changement Brugère. complet.
complet en fait de politique pénale. Bien sûr. Autre chose, l'excuse de minorité. C'est un vrai sujet de débat, l'excuse de minorité. On l'a vu avec ce qui s'est passé à Marseille. Ces jeunes de 14 et 15 ans qui se sont transformés en tueurs à gages à 14 ans. Alors, est-ce qu'il faut écarter cette excuse dans certains cas? Nous, on a dit au ministre, et c'est ce qu'avait déjà repris le Premier ministre Gabriel Attal, vous savez, post-émeute, qu'il fallait absolument changer pour les mineurs ultra-violents, c'est-à-dire une minorité de mineurs. Mais même ceux qui ont moins de 16 ans. En fait, surtout entre 16 et 18 ans, nous avons proposé un système de comparution immédiate. Gabriel Attal l'a repris. Aujourd'hui, c'est toujours dans le débat. C'est toujours sur la table. Et ça veut dire que c'est exactement la même logique que les ultra courtes peines. Quand vous avez entre 16 et 18 ans et que vous commettez des faits très très graves, il faut que la sanction tombe rapidement, tout de suite. Pas nécessairement très longue, pas nécessairement disproportionnée, mais tout de suite. Y ait une sanction. Oui, parce que les mineurs, eux, ils ont un rapport au temps qui est différent. Si vous les jugez 2 ans après, ils sont déjà majeurs d'ailleurs au passage. Oui. Donc il faut que ça soit pédagogique. Sur l'excuse de minorité que vous avez aussi citée, moi je suis pas pour qu'on abaisse la responsabilité pénale à 16 ans, je suis pour qu'on punisse les mineurs de 16 ans et qui ne bénéficient pas nécessairement de l'excuse de minorité en motivant par le juge pourquoi il la met ou il ne la met pas. Aujourd'hui, elle est quasi automatique. Oui. Donc, c'est pas qu'il faut la supprimer, c'est qu'il faut la motiver. Il faut la motiver. On inverse le processus. Et à moins de 16 ans. Alors, à moins de 16 ans, la difficulté, vous savez, c'est qu'avec Nicole Belloubet, on a une responsabilité pénale qui commence à 13 ans. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit, malheureusement, qu'entre 10 et 13 ans, on commence à avoir des mineurs ultra-violents sur des violences, sur peut-être même du trafic de drogue. Entre 10 et 13 ans. Oui, mais c'est surtout, vous savez quoi, là où ça explose, sur des faits extrêmement graves qui sont des viols et agressions sexuelles. Alors, est-ce qu'il faut encore baisser la majorité pénale? D'autres pays l'ont mis à 11 ans. Nous, on l'a mis à 13 ans. Ça veut dire qu'en dessous de 13 ans... Vous êtes favorable à ce qu'on la mette à 11 ans? Je pense que si c'était à refaire, il aurait fallu la baisser au moins à 11, 12 ans, ou 12 ans, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a un vide. Moins de 13 ans, on a des mineurs qui commettent des crimes. Vous ne pouvez mettre que des mesures éducatives. Oui. Donc, vous ne pouvez pas sanctionner. Donc sur le plan pénal. C'est des mesures éducatives, c'est la loi. Voilà. Donc là, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte la nouvelle criminalité ultra-violente. Et encore une fois, je le dis parce que c'est important pour nos éditeurs, ça ne concerne que quelques mineurs. Il ne faut pas croire que tous les mineurs sont ultra-violents, mais ces quelques mineurs, il ne faut pas les laisser continuer à être ultra-violents parce qu'ils contaminent. On voit très bien les violences dans les écoles. Aujourd'hui, on a des choses épouvantables avec du harcèlement, des pièges, des guet-apens, des passages à tabac, des viols, etc. On ne peut pas ne pas réagir devant cette violence. Béatrice Brugère, là je regardais, on a évoqué cette affaire ce matin sur l'antenne de Sud Radio. À Marseille, un narcotrafiquant a été relâché 11 jours avant son procès. Oui, alors ça c'est encore un sujet aussi qui est complètement fou, sur lequel on a fait des propositions, qui est la simplification de la procédure. Et parce que, en fait, la complexité de la procédure, ça allonge les délais. C'est chronophage, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et il faut absolument réformer la procédure, notamment sur les nullités et sur les délais. Il faut qu'aujourd'hui, on revienne dans des délais qui soient tout à fait normaux. Aujourd'hui, les magistrats ont tellement de stocks, ont tellement de délais qu'ils sont obligés parfois de remettre dehors des gens qui ne devraient pas l'être pour être jugés. Avec tous les risques que ça encourt. Avec tous les risques, parce qu'il peut très bien ne pas se présenter. Nous demandons depuis des mois et des mois, y compris sous Éric Dupond-Moretti, y compris sur Belloubet, cette simplification de la procédure pénale, qui serait d'ailleurs un coût, un bénéfice financier, mais pas que, un bénéfice pour toute la justice. On l'attend. Je vous rappelle quand même qu'Emmanuel Macron l'avait demandé après le Beauvau de la sécurité à Éric Dupond-Moretti, parce que les policiers étaient très en colère, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il avait dit, je vous donne quelques mois pour le faire, on attend toujours. Là, on est à plusieurs années. Est-ce que la justice est laxiste, là? On dit ça. Le taux d'exécution des peines, il est très élevé en France, il faut savoir. Alors, il est très élevé, mais il faut 5 ans pour qu'il soit exécuté, déjà. Et puis, il faut voir qu'en fait, là où on comprend mal, et c'est normal, parce qu'en fait, c'est pas clair, c'est qu'en fait, il n'est pas exécuté sous la forme où il est prononcé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. 40% des peines de prison prononcées sont exécutées sous une autre forme. C'est quoi sous une autre forme? Un bracelet électronique, ça peut être une conversion en travail d'intérêt général, etc. Donc en fait, la peine prononcée en France est rarement exécutée
telle qu'elle est prononcée. Pourquoi changer tout le temps ce que l'on prononce? C'est quand même particulier comme système. Mais bien sûr, vous avez entièrement raison. Entièrement raison. Donc, par exemple, excusez-moi, juste pour vous dire sur ce chiffre qui circule, y compris chez les journalistes, le taux d'exécution. Il ne concerne que les peines de prison. Or, les peines de prison ne sont qu'une toute petite partie des peines prononcées. Ils ne concernent pas les amendes, ils ne concernent pas les autres peines, ce qui fait que ce taux de 95% ne correspond qu'aux peines de prison. Si je vous comprends bien, on ne prononce pas assez en France de peines de prison courtes. On n'en prononce pas. C'est interdit. Et d'ailleurs, c'est interdit depuis Nicole Belloubet. C'est-à-dire moins d'un mois, c'est 6 mois. Ce qui est dommage, que vous regrettez. En fait, on est en France dans un système anti-prison, mais ça a des effets qu'on n'a pas calculés, c'est que pour mettre quelqu'un en prison, du coup, il faut mettre des peines longues. Donc ça rallonge le temps de la détention. Évidemment, ça rallonge et ça engorge les prisons. Donc en fait, c'est complètement illogique parce que ça vous oblige à être plus sévère, mais trop tard. Exactement. Alors, y a un autre fait aussi de notre société aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus beaucoup de délinquants, même jeunes, n'ont plus peur de la police, n'ont plus peur de la gendarmerie, ils n'ont plus peur du juge non plus. Oui, alors c'est plus récent, mais vous avez raison, mais on est moins exposé quand même, il faut le dire, que les policiers qui sont vraiment au contact du terrain, mais ça viendra parce qu'il n'y a pas de raison. Je vous rappelle quand même que aussi, rappelez-vous, toutes les agressions, et je salue mes collègues de la pénitentiaire qui sont énormes aussi en centre de détention. Donc oui, il n'y a plus ce respect. Mais on revient toujours à la même logique parce que comme nos peines sont trop lentes et trop tardives, en fait, on a l'impression qu'on ne punit pas. Et c'est pareil pour les mineurs. Si les mineurs ils sortent, ils disent j'ai rien eu, c'est rien, c'est un rappel à la loi, c'est une remise à part. Envoyer des choses qui sont pas très concrètes pour eux. Ils ont l'impression qu'en fait, ils n'ont plus peur de la justice. Mais non, parce qu'en fait ça ne tombe pas. Et quand ça tombe fort. Et là ils comprennent plus. Et là ils ne comprennent plus. Et évidemment, la corruption. On parle. C'est marrant parce qu'on vit dans une société qui ne parle plus de corruption. On a beaucoup parlé à une époque, mais on n'en parle plus comme si elle avait disparu. Or, ce n'est absolument pas le cas, Béatrice. Et vous avez raison, c'est un sujet tabou en France. C'est comme la mafia, c'est un sujet tabou. Vous savez, ça existe chez les autres, mais pas chez nous. On en a parlé un petit peu et tout de suite, certains ont poussé des cris d'orfraie en disant « mais non, vous dites n'importe quoi » sur le rapport très intéressant du Sénat sur la criminalité organisée, où on avait dit il y a tellement de flux financiers qu'ils arrivent à corrompre, y compris dans le système judiciaire, le système pénitentiaire. Moi, je crois que c'est un sujet fondamental, d'ailleurs, qui, sur le plan aujourd'hui des finances, est très important. On ferait bien de s'y intéresser. La fraude, d'abord, la corruption. Et il faut savoir que la corruption utilise la terreur, utilise la violence, utilise aussi plein d'autres infractions. Et je crois que c'est un sujet malheureusement sous-estimé en France, sur lequel on n'est pas tellement au rendez-vous. Deux questions pour terminer. Trop de lois en France? Bien sûr, trop de lois. Et la loi, alors je vous renvoie à 2 excellents livres, celui de Christophe Héroche-Duval, conseiller d'État, et celui de Jean-Denis Combrexel, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, également au Conseil d'État, qui ont dit mais la loi ça coûte des milliards. La loi ça coûte des milliards. C'est-à-dire que ça nous coûte très cher la loi. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de la complexité, c'est du temps, c'est de l'incohérence aussi, c'est de la technostructure, ce qu'on appelle aussi dans un autre terme de la bureaucratie, qui nous empêche d'agir et d'être performants. Donc oui, trop de lois et surtout trop de lois incohérentes. C'est-à-dire que moi je vois sur le système pénal, nous avons des lois et puis surtout une insécurité juridique. Parce que comme les lois changent tout le temps, en vrai, vous ne savez plus où vous en êtes. Donc c'est une insécurité juridique et on a des lois aussi, et ça c'est le dernier point, et le Conseil d'État le dit, mais il n'y a pas que le Conseil d'État, on a des lois aussi qui sont très mal faites. Et quand les lois sont mal faites, elles prêtent à interprétation et donc à jurisprudence. Et donc c'est aussi du contentieux et de l'argent. Du contentieux, de l'argent, du temps, enfin bon, etc. etc. J'ai une dernière question sur le procès de Mazan. Pellico. Je le trouve assez exemplaire, même si parfois il a un côté un peu spectaculaire, mais je le trouve assez exemplaire dans la conduite même du procès.
Ah oui, qu'est-ce que vous en pensez, Béatrice Brugère? Le magistrat qui conduit ça le fait avec exemplarité. Oui, c'est un dossier absolument unique, incroyable, sur plusieurs aspects. Donc vous avez raison sur la tenue, sur la procédure, même si je pense que c'est assez violent parce qu'il se passe des choses, notamment il y a eu pas mal de polémiques, vous savez, sur la diffusion des vidéos, etc. Donc c'est assez particulier. Il est exemplaire aussi sur les victimes, qui est incroyable. Et il est assez exemplaire aussi sur la noirceur et le crime qui peut être celui de nos voisins et qu'on ne soupçonne pas. On a toujours des fantasmes, on pense toujours que le criminel est quelqu'un qui vient de loin, de l'étranger ou d'ailleurs. En vrai, le criminel est quelqu'un quasi normal, c'est ça qui est intéressant. Et puis je pense que ça soulève un autre problème qui est celui aussi de la drogue aujourd'hui, qui est aussi très utilisé pour faire des crimes, notamment sur les viols, et qui n'est peut-être pas pris non plus à la hauteur des réseaux sociaux, etc. Où on a vu aussi sur ces réseaux tout ce qui se passe. Donc ça sera un procès il y aura un avant et un après, ça c'est clair. Y compris sur la définition du viol, puisque vous avez entendu le consentement. Exactement. Quelle est votre position sur le consentement? Oui, moi je suis pas du tout opposée à ce que la notion de consentement soit mieux définie par la loi. Ce qui me gêne, moi, uniquement dans ces dossiers-là, c'est le militantisme qui peut récupérer ce genre de dossier. Mais après, on a un problème parfois sur la preuve. Le viol, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, puisque souvent c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc tout ce qui va dans l'amélioration de la lutte contre les agressions sexuelles est toujours bienvenu, à mon avis. Béatrice Brugère, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Justice, la colère qui monte, aux éditions de l'Observatoire. C'est passionnant, absolument passionnant. Il est 8h57, vous êtes sur Sud Radio. Patrick Roger avec nous, juste après les infos de 9h.